Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais donc présenter une communication qui s'intitule Réforme curriculaire dans les lycées à Madagascar, perception des acteurs et mise en œuvre. À l'origine de cette communication se trouve un projet de recherche national coordonné par moi-même et financé par le programme Apprendre, dont l'objectif était de documenter et éclairer les politiques éducatives en Afrique francophone et qui portait sur la réforme curriculaire à Madagascar, ou plus précisément la réforme curriculaire dans les lycées malgaches, entreprise dans le cadre du PSE, Plan sectoriel de l'éducation, qui arrivait à échéance en 2022 avec la révision des programmes existants, l'adoption des trois options d'études littéraires, OSE et scientifiques et l'introduction de nouvelles disciplines. À noter que la dernière réforme des programmes scolaires date de 1996 et selon le PSE, au niveau secondaire général, il s'agit de relever le défi pour assurer la qualité de l'éducation, entre autres en renforçant notamment l'enseignement des sciences et en adaptant le curriculum de façon à préparer les sortants à continuer vers les études supérieures ou à suivre des formations professionnelles qualifiantes. Il s'agit donc de se focaliser sur la démarche curriculaire et plus précisément sur l'implantation et la mise en œuvre. Nous avons choisi deux disciplines scolaires, à savoir le français et les SES, c'est-à-dire les sciences économiques et sociales. Pourquoi ces deux disciplines? Parce que le français bénéficie d'un statut particulier dans le système scolaire malgache, en étant à la fois une discipline enseignée et un médium de l'enseignement des disciplines dites non linguistiques, et les SES comme étant une nouvelle discipline introduite dans l'enseignement secondaire général malgache dans le cadre de cette réforme curriculaire. Nous avons opté pour les classes de seconde de l'enseignement secondaire général. Je vais passer à la méthodologie qui a été mise en œuvre pendant la recherche. Nous sommes partis des théories selon lesquelles une réforme a toute la chance de réussir si elle est acceptée par les acteurs, selon que les acteurs y adhèrent ou non, qu'il n'existe pas de modèle unique de réforme éducative réussie. Une autre théorie qui dit qu'une réforme éducative réussie est une réforme qui enclenche une action publique partielle aux effets négatifs indésirables limités, car il y en a toujours et forcément. Les facteurs potentiels de réussite d'une réforme, comme les facteurs personnels, sociaux, contextuels, c'est-à-dire de type subjectif, social et externe, qui pourraient influencer l'engagement des acteurs dans le changement souhaité et plus précisément les facteurs d'adhésion et de mobilisation au changement des agents d'implantation en éducation. Une autre théorie qui dit qu'une réforme a des chances de marcher si elle est bien justifiée en amont aux yeux des acteurs qui vont la mettre en œuvre. D'où notre intérêt pour l'adhésion des acteurs qui constitue un facteur d'impact positif dans la réussite de la réforme, même si elle ne garantit pas le changement effectif des pratiques. Et nous avons travaillé avec deux acteurs principaux de terrain, à savoir les enseignants, qu'il n'y a plus lieu de justifier l'intérêt de, de leur choix, et les chefs d'établissement en tant que premiers responsables locaux qui ont la lourde responsabilité de pilotage et de suivi quotidien de la mise en œuvre de la réforme. Nous nous sommes posé donc la question de savoir comment les acteurs de terrain ou agents d'implantation, tels que les chefs d'établissement, les enseignants et les élèves, se représentent la réforme engagée parce qu'ils ont un rôle clé à jouer pour le succès de la réforme. L'objectif était de recueillir des données contextualisées qui fait ressortir les besoins et les attentes des acteurs de terrain et de nous questionner sur les points d'appui
et les éventuels blocages à la réussite de la réforme. Comme méthodologie, nous avons adopté la recherche qualitative avec l'approche empirico-inductive pour l'analyse des données. Nous avons mis en œuvre l'analyse thématique de contenu qui permet de dégager le sens de ce qui est présenté et de faire un classement de tout ce que contient le discours des acteurs. Pour la taille de l'échantillonnage, elle correspond aux exigences de la recherche qualitative définies dans la perspective d'une compréhension sociologique. Et je tiens à noter que l'échantillonnage qualitatif vise en effet une représentativité théorique et non une représentativité statistique, parce qu'à Madagascar, on compte plus de 700 lycées. Notre cible, donc, nous avons pu atteindre 11 CISCO, 6 circonscriptions scolaires, dont 5 traînes, direction régionale de l'éducation nationale, avec 14 lycées situés en zone urbaine et rurale, dont 10 publics et 4 privés, avec 115 sections de classes de seconde. Au total, nous avons pu enquêter 188 enseignants, dont 98 enseignants de français et 90 enseignants de SES, dont 45 enseignants de français et 40 enseignants SES directement touchés par les observations de classe et les focus group. Nous avons pu voir 3 types de lycées, à savoir les lycées publics pilotes, les lycées publics d'implantation et les lycées privés, dont leur intégration dans la réforme relève de leur propre volonté. En ce qui concerne les outils d'enquête et d'analyse, nous avons mobilisé une enquête de terrain avec des entretiens individuels des chefs d'établissement, des questionnaires et des focus group pour les enseignants et des focus group pour les élèves. Et pour l'analyse des données, il s'agissait d'appliquer l'analyse de contenu comme j'ai précisé précédemment. Les résultats sur les perceptions des chefs d'établissement. D'abord, à propos de la nécessité de la réforme curriculaire, l'adéquation des nouveaux programmes aux besoins des apprenants, on fait consensus. 92% sont d'accord sur l'adéquation des nouveaux programmes aux besoins des apprenants. Autre aspect de la perception des chefs d'établissement, pour eux, pour la discipline TIS, les matériels informatiques restent rares, voire inexistants, surtout pour les établissements éloignés des villes. Ils ont aussi cité la difficulté pédagogique des maîtres FRAM. Ce sont des enseignants recrutés et payés par les parents d'élèves, dont la majorité n'a reçu aucune formation pédagogique avant l'exercice de la profession enseignante. Pour la discipline SES, 60% des enseignants sont des enseignants vacataires bénévoles en attente de recrutement et seulement 20% sont des fonctionnaires. 30% des enseignants SES ne sont pas spécialistes de la discipline. Ils ont aussi relevé la difficulté pédagogique de la majorité des enseignants SES, ce qui est en relation directe avec le manque de formation pédagogique. À part cela, comme difficulté de mise en œuvre, ils ont cité aussi que la réforme est assez coûteuse, c'est-à-dire qu'on a besoin de documentation personnelle pour mieux renforcer les connaissances sur la discipline. Il y a la prise en charge personnelle du coût de la photocopie des documents de la réforme à leur compte, surtout au début de la mise en œuvre de la réforme. La non-disponibilité des documents de réforme qui sont réservés uniquement aux lycées pilotes et qui met en marge les autres lycées tels que je les ai décrits précédemment. Et pour les zones reculées, il y a les mises à disposition d'une salle informatique, mais seulement sans connexion, munie d'une bibliothèque peu fournie en livres et des tablettes, d'où des ressources suffisantes. Je passe maintenant aux perceptions des enseignants.
D'abord, en ce qui concerne la nécessité de la révision du programme du français, les publics comme les privés, euh, avec 47%, sont d'accord pour la nécessité de cette révision du programme. Et pour l'adéquation du programme, ils sont 100% d'accord. Toujours pour l'adéquation des programmes SES aux besoins des élèves, nous avons fait la différence entre enseignants du public et enseignants privés. Pour les enseignants du public, ils sont 82% à dire oui pour l'adéquation des programmes, tandis que dans les lycées privés, ils sont 66% à être d'accord sur l'adéquation des programmes SES aux besoins des élèves. À l'issue de cette recherche, on peut identifier donc les freins potentiels à la réussite de la réforme. Il s'agit du travail plus contraignant imposé par la réforme curriculaire d'après les répondants, avec le volume de travail prépédagogique et les différentes nouvelles responsabilités en classe qui pourraient être source de stress. Il y a également les compétences spécifiques attendues des enseignants, et bien qu'ils disent que il n'y a pas vraiment de changement majeur dans leur pratique de classe, ce qu'on note pendant les observations de classe, c'est les changements au niveau des comportements des élèves, au niveau des tâches demandées aux élèves, c'est-à-dire plus de recherche en dehors des cours, plus de travail collaboratif et coopératif, avec plus d'imagination et plus de créativité. Autre frein que nous avons pu identifier, c'est le manque de formation des enseignants, parce que la majorité des enseignants, surtout pour la discipline, nouvelle discipline SES, manquent de formation pédagogique spécifique à cette discipline. Comme frein aussi, les conditions matérielles de travail qui restent déplorables. Il y a également la surcharge de certains thèmes du programme et l'insuffisance des matériels et supports pédagogiques. Ces appréhensions, à notre avis, risquent de constituer des freinages si elles ne sont pas levées. Quels sont donc les éléments à prendre en compte pour une éducation de qualité équitable et inclusive à Madagascar? D'abord, on peut dire que la réforme est bien accueillie par les acteurs. Elle a reçu l'adhésion plus ou moins totale des acteurs, mais qu'en est-il donc des impacts sur les pratiques en classe? Les contenus des programmes restent à réviser. Il y a lieu aussi de réfléchir à la disponibilité des ressources humaines et matérielles, qui risquent de créer des groupes marginalisés. Le support institutionnel est crucial dans la réussite de la réforme, surtout pour épauler les chefs d'établissement dans leur rôle. Les insuffisances dans les mesures d'accompagnement et les infrastructures. Et pour terminer, je dirais que cette recherche demanderait à être poursuivie parce que, comme nous le savons tous, une réforme curriculaire est un processus dynamique complexe et les représentations des acteurs évoluent avec la réforme. Donc, il y a lieu de constater les pratiques effectives des enseignants, si cela va ou non dans le sens de l'atteinte des objectifs communs de la réforme. Sur ce, je termine mon intervention. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mérine Razoa. Tu restes avec nous pour les questions? Oui, oui, je suis toujours là, je suis disponible pour les réponses, les questions et les échanges. Merci Merci. beaucoup, chers collègues. Allez-y. Est-ce que le nombre d'élèves par classe, notamment au lycée à Madagascar, a été évalué de frein par collègues secondaires dans la mise en œuvre des réformes? Vous avez entendu? Non, si vous pouvez répéter la question pour moi, s'il vous Est-ce que plaît. le nombre des élèves par la classe n'a pas été considéré comme un frein à la réalisation, à la mise en place de la réforme? Oui, bien évidemment. Nous avons fait
une enquête auprès d'un établissement situé en centre-ville à Madagascar. Et ce que nous avons constaté dans les classes, c'est que ce sont des classes plutôt à effet pléthorique qui accueillent 70 élèves. Déjà pour la réforme, parce qu'on demande aux élèves de travailler en groupe, ce sera difficile de former des petits groupes alors qu'on a une taille 70, 60 dans une classe. Donc, ça pourrait constituer un frein pour la bonne mise en œuvre de la réforme curriculaire. Pardon. Bonjour Myriam. Plus fort. Bonjour Thierry. Dans les besoins de formation des enseignants, c'est évoqué, c'est possible. Est-ce qu'il y a des orientations sur ces besoins de formation? Est-ce que ce sont des formations purement didactiques? Est-ce que ce sont des formations linguistiques? Ou est-ce que c'est un mix des deux et d'autres choses éventuellement? J'ai pas bien entendu la première partie. C'est la formation destinée à qui? J'ai seulement entendu formation didactique, formation linguistique. Excusez-moi. Quand tu évoques les besoins des enseignants dans l'enquête, Oui. formation, est-ce qu'il y a eu des orientations, on va dire, qualitatives sur ces besoins? Ce sont des besoins didactiques, des besoins pédagogiques, des besoins linguistiques, des besoins, c'est un ensemble de Matériel. voilà, matériel. Oui, oui. Je dirais tout. L'aspect didactique, l'aspect pédagogique, l'aspect linguistique, vu le temps et la thématique abordée pendant ces journées, j'ai pas pu présenter les résultats d'enquête sur, par exemple, sur la gestion des langues dans les salles de classe, point de vue des enseignants, point de vue des élèves, mais je pense que la formation doit englober tous ces aspects didactique, pédagogique, linguistique non négligeable aussi et matériel, oui. Donc, rien n'est exclu. Bonjour, tu m'entends? Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? bonjour. Oui, Bonjour, Marlène Boudot, Université des Antilles. oui. Notre enquête a été menée sur 45 enseignants. Je n'ai pas Mhm. bien entendu. C'était un questionnaire ou des entretiens? J'ai raté. Euh, C'était des entretiens. Non. Oui, nous avons pu enquêter 45 enseignants de français et 40 enseignants de SES. Et Oui, pour les collectes de données, nous avons opté pour le questionnaire parce qu'il y en a qui se sont absentés pendant sont absents pendant notre passage. Et donc, on a dû laisser des questionnaires. Sinon, pour les 45, ils sont directement touchés par les focus group. Donc, on était sur place, on a discuté avec ces 45 enseignants de français et 40 enseignants de SES. ok. Donc, vous étiez sur place dans l'établissement et vous leur avez remis des questionnaires en main propre et ils ont rempli. C'est bien Oui, ça? Ok. Alors, j'aimerais avoir une petite précision. Comment vous analysez les 7% qui n'adhèrent pas à la révision des programmes au niveau des enseignants? Les 7%. Pas beaucoup, mais oui. comment, enfin, pas comment vous analysez. Quel est le profil de ces enseignants? Contractuels, titulaires, Oui, pour les 7% qui ne sont pas d'accord pour la réforme, on peut dire que, si on peut dire entre guillemets, leurs réticences viennent surtout de leur statut, le manque de formation, mais surtout au vu du volume de travail pré-pédagogique, le travail en classe demandé par la réforme et le nombre de thèmes aussi qui paraît beaucoup pour certains. Je peux pas vous répondre dans les détails parce que même le si dans les oui Le oui profil. La collègue demande le profil. profil. le profil le Vous avez profil des
De ceux qui manifestent la résistance. Oui, ce l'âge, sont généralement sur le genre, je j'ai pas de données à vous donner tout de suite, mais ce sont plutôt des enseignants qui n'ont que très peu d'expérience dans l'enseignement et qui ont toujours peur du changement, qui ont peut-être qu'ils n'ont pas vraiment compris aussi l'esprit de la réforme, d'où leur réticence. manque de formation. Merci beaucoup. Merci à vous.